Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais corriger d'abord l'étude de cas sur les expositions universelles que vous aviez regardées, y apporter quelques petites informations supplémentaires, et ensuite finir cette première partie du cours. Alors, nous en étions au grand 1, une nouvelle étape dans l'industrialisation, grand A, une seconde révolution industrielle. Je répète le petit cours précédent. Une nouvelle période de croissance voit le jour, car après la première révolution industrielle du début du XIXe siècle, les années 1870 marquent le début d'une nouvelle étape dans le processus d'industrialisation. On est d'accord? Et la croissance de la production est soutenue puisque le taux de croissance industrielle moyen augmente de 2,4% par an, ce qui est considérable. C'était juste un rappel des précédentes lignes de cours que vous aviez écrites. Ensuite, nous étions sur les expositions universelles de 89 et 1900. Quel était le rapport avec cette production industrielle? C'était évidemment le fait que ces expositions universelles exposaient toutes ces avancées technologiques et industrielles. Pour répondre à la première question, expliquer ce que cherche à montrer le gouvernement français lors de l'exposition de 1889. C'est évidemment la grandeur de la France que le gouvernement cherche à montrer. Ces avancées techniques, ces nouvelles machines de plus en plus sophistiquées, la diversité de ces machines, bref, ce qu'il faut montrer, c'est la puissance industrielle de la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de montrer également la grandeur coloniale de la France. La grandeur industrielle et la grandeur coloniale de la France, avec l'exposition de colonisés africains dans ce qu'on appelle un zoo humain. Donc c'est véritablement des hommes, des femmes, des enfants qui sont exposés comme des animaux en cage. Donc pour répondre, l'exposition de 1889 cherche à montrer la grandeur de la France tant sur le plan industriel que sur le plan colonial. Question numéro 2. Décrivez les avancées technologiques que l'on peut observer. Il s'agit évidemment de montrer l'ingénierie industrielle, le génie industriel, la qualité, le développement de l'industrie française. De plus, le document 6 montre ce qu'on appelait à cette époque-là la fée électricité. Une innovation extraordinaire qui permet de rendre obsolètes les bougies, évidemment, les lampes à gaz ou à l'huile. Une digression sur l'électricité, c'est à partir du moment où l'électricité est apparue qu'on a commencé à équiper les réverbères dans les rues de l'électricité. Auparavant, c'était des mèches de gaz qu'il fallait allumer pour pouvoir éclairer. Et c'était le métier de ce qu'on appelait les allumeurs de réverbères. Ils venaient avec une grande perche pour allumer la mèche qui était à l'intérieur du réverbère. Et l'allumeur de réverbère, c'est également un personnage dans Le Petit Prince. Tout le monde l'a lu et relisez-le encore maintenant. Donc en fait, avec l'apparition de l'électricité, les allumeurs de réverbères ont disparu au fur et à mesure que tous les réverbères de toutes les villes de France sont équipés de cette électricité. Je reviens à la question 2. Donc les avancées technologiques sont, je répète, l'ingénierie industrielle, la qualité industrielle, également la fée électricité. Et la troisième chose, c'est cette architecture métallique complètement innovante, celle de fer, évidemment celle utilisée par l'architecte Eiffel pour créer sa tour. La tour Eiffel a été créée pour répondre à un concours qui a été organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Aujourd'hui, on dit le ministère de l'Économie et des Finances. Et ce concours visait à créer quelque chose de formidable afin de célébrer les 100 ans de la Révolution française, en 1889 donc, plus tous les progrès des sciences et des techniques de la France depuis 1789. Et donc l'architecte Eiffel a voulu construire cette tour, et pour célébrer les progrès en France des sciences et des techniques, il a voulu mettre en avant des noms de savants qu'il a fait graver sur la façade, sur les 4 faces de la tour Eiffel. Je vous en montre une photo. Vous avez ici Navier, Legendre et Chaptal. Sont tous les trois... Navier et Legendre sont des mathématiciens de la première partie du XIXe siècle, et Chaptal, c'est un médecin. Il a donné son nom, entre autres évidemment, à un lycée dans le 17e arrondissement de Paris qui fait également du post-bac. Et comme je sais que certains d'entre vous sont bien scientifiques, peut-être que vous aurez l'occasion, et la chance surtout, d'intégrer sa prépa, qui est excellente. Bref, Chaptal, Legendre, Navier et 69 autres savants ont leur nom affiché sur la façade de la tour Eiffel. Fin de la question 2, je répète.
l'ingénierie industrielle, la fait l'électricité et l'architecture métallique avec l'utilisation du fer. Question numéro 3. Trouvez quels matériaux sont utilisés lors des expositions. Ça répète un petit peu, je trouve, mais bon. Il y a donc évidemment le fer en 1889 avec la Tour Eiffel. Au fur et à mesure, la création du ciment armé, du stuc, du staff. Pour le ciment armé, vous avez l'église Saint-Jean de Montmartre, qui, comme son nom l'indique, est au pied de la butte de Montmartre, pour ceux qui connaissent un peu Paris, sur la place des Abbesses. Et cette église a été construite à la toute fin du 19e, à partir de 1894. Elle a été construite en béton armé, ce qui a fait scandale à l'époque, parce que ce n'est plus la pierre qui est utilisée. Je vous mets des photos, et vous voyez bien la structure métallique à l'intérieur. La façade comporte des décorations de style tout à fait art déco, qui est le style de l'époque à ce moment-là. Et enfin, la 4e question, les 2 auteurs jugent-ils l'exposition de 1900 meilleure que celle de 1889 ? Ils ont un avis contraire. Adolphe Démy, l'auteur des essais historiques sur l'exposition universelle de Paris, je pense justement que que l'exposition universelle de 1900 était bien plus spectaculaire que la première. Quand le Georges Darien, qui était anarchiste, lui, préfère celle de 1889. Voilà pour les questions. Maintenant, nous reprenons le cours. Je vais parler plus lentement et vous répétez toutes les phrases ou toutes les 2 phrases. Alors, nous sommes toujours dans le grand 1 et le grand A. De nouvelles énergies et de nouvelles innovations voient également le jour. Il y a de nouvelles énergies et de nouvelles innovations. Les principales sources d'énergie majeures, les sources d'énergie majeures à ce moment-là, étaient le charbon et la vapeur. Le charbon et la vapeur étaient les sources d'énergie majeures. Mais, au fur et à mesure, à la fin du 19e siècle, c'est l'électricité et le pétrole qui s'imposent. Au fur et à mesure du 19e siècle, c'est l'électricité et le pétrole qui s'imposent comme les piliers du nouveau dynamisme économique. L'électricité et le pétrole s'imposent comme les piliers du nouveau dynamisme économique. Dans les usines, de nouvelles machines permettent toujours de mieux forger le métal, parce que justement, le métal, notamment le fer, est de plus en plus utilisé dans les architectures de grands bâtiments. Auparavant, on utilisait des marteaux pilons, donc on tapait sur le métal chaud pour pouvoir lui donner la forme qu'on souhaitait. Et au fur et à mesure, on modifie, on change ces marteaux pilons contre des presses hydrauliques qui sont beaucoup plus performantes et qui sont beaucoup moins fatigantes. Donc en fait, à Paris, entre 1889 et 1900, avec la Tour Eiffel et avec le Palais de l'électricité, donc à Paris, entre 1889 et 1900, avec la Tour Eiffel et le Palais de l'électricité, en fait, ces expositions universelles plongent les Français dans la modernité. Ces expositions universelles plongent les Français dans la modernité. Dernier paragraphe. Il y a de nouveaux secteurs qui prennent de plus en plus d'ampleur dans l'économie, notamment le textile. En effet, le textile connaît son apogée et représente 30% de l'activité industrielle. Le textile connaît son apogée et représente 30% de l'activité industrielle. On utilise de plus en plus la chimie pour produire des textiles artificiels ou pour produire des engrais. On utilise la chimie pour produire des textiles artificiels ou pour produire des engrais, par exemple. De même, la sidérurgie innove. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande toujours plus forte pour l'acier. Parce que l'acier sert aux industries mécaniques, donc à créer des nouvelles machines, donc à créer par exemple des voies ferrées, à créer un peu des automobiles, mais aussi donc des infrastructures urbaines, par exemple des bâtiments. Je répète, la sidérurgie innove parce qu'elle doit faire face à une demande toujours plus forte pour notamment l'acier. L'acier est utilisé pour les industries mécaniques, c'est-à-dire les machines, est utilisé dans les nouveaux transports, notamment le chemin de fer, le métro, et également dans les infrastructures urbaines, c'est-à-dire les nouveaux bâtiments.
C'est également à cette époque est créé ce qu'on appelle le fayolisme, du nom de l'ingénieur Henri Fayol, Fayol, peut-être les économistes parmi vous connaissent. C'est un ingénieur qui a créé une théorie, un peu, si vous voulez, comme l'ancêtre du management. Comment produire plus, comment produire plus vite, en modifiant l'organisation administrative de l'entreprise. Donc, je répète, le fayolisme, c'est une théorie qui a été forgée par l'ingénieur Henri Fayol, grâce à une nouvelle organisation administrative des entreprises, peut leur permettre de produire plus et plus vite. C'est donc un peu l'ancêtre du management.